Bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi je suis Pierre Iglesias. Alors je suis l'animateur de la géothermie. Donc on va le voir, hein, les réseaux de chaleur ne sont pas et peuvent être alimentés par d'autres sources énergétiques que la géothermie. Mais donc voilà, mon domaine d'expertise, moi, c'est la géothermie sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et notamment le sud de la Nouvelle-Aquitaine, donc l'ancienne région Aquitaine, donc les 5 départements qui la constituaient. Mon rôle, moi, sur ce territoire, il est multiple. Il est d'informer, de sensibiliser sur les questions de la géothermie. Il y a tout un volet aussi d'accompagnement de porteurs de projets. Alors, c'est un accompagnement qui est dirigé vers les acteurs publics, les acteurs privés, les associations et les copropriétés sur tout le territoire. Donc là, bien sûr, on va parler de Bordeaux Métropole aujourd'hui, mais voilà, c'est des missions qui s'étendent sur le reste de notre territoire. Et enfin, il y a tout un travail aussi autour de la structuration de la filière, donc des différents acteurs, des bureaux d'études, des foreurs, des maîtrises d'œuvre qui peuvent accompagner sur des projets de géothermie. Voilà, comme je vous le dis, moi je suis une expertise plutôt sur le volet géothermie. Moi, je vous apportais la connaissance plutôt théorique de ce que c'est qu'un réseau de chaleur et Wilfried Dufort de l'entreprise IDEX vous parlera d'un cas concret, de la mise en place d'un réseau de chaleur sur la métropole de Bordeaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la définition, elle vient du site de France Chaleur Urbaine, hein. Le chauffage urbain, il consiste à distribuer de la chaleur de façon centralisée à un ensemble de bâtiments via des canalisations souterraines. Donc, ce chauffage urbain, on l'appelle plus communément le réseau de chaleur urbain ou RCU, vous pourrez voir aussi ces appellations-là. Donc ces réseaux de chaleur, ils peuvent être alimentés de différentes chaleurs, de différents pardon, moyens de production. On le verra par la suite. Euh, voilà. Mais principalement, ces réseaux de chaleur, ils ont la vocation à avoir une dimension renouvelable dans leur mix énergétique pour décarboner ce levier du bâtiment et qui reste aujourd'hui dans le mix énergétique français un fort impact en termes d'émissions de CO2. En France, on a un peu plus de 1000 réseaux de chaleur urbains et on en a 16 actuellement sur la métropole de Bordeaux ou qui sont en cours de développement. Donc cette manière de mutualiser euh, l'énergie, la consommation des bâtiments, on peut voir aussi qu'il y a une obligation quand il y a un réseau de chaleur qui se met en place sur une commune. Et vous avez ici deux des critères. Quand vous avez un chauffage qui représente une puissance supérieure à 30 kilowatts, vous êtes dans l'obligation de vous rapprocher de la commune ou de l'entreprise en charge du réseau de chaleur afin de faire une étude de raccordement. Ça s'inscrit dans une démarche globale, nationale, portée par l'ADEME, qui est ce qu'on appelle l'ENR choix, qui va être une hiérarchisation de la mise en place de solutions énergétiques renouvelables. La première étant tout simplement de réduire les consommations des bâtiments, donc par l'isolation et par la sobriété. Ensuite, par une forme de mutualisation, donc mutualisation des consommations et de la production, donc avec la création d'un réseau de chaleur de type énergie renouvelable. Et enfin, dans ce cas, si c'est pas possible, on se redirigera vers des solutions individuelles avec une hiérarchisation. D'abord énergie fatale, puis une énergie non délocalisable à créer, géothermie solaire thermique, et enfin une énergie délocalisée à créer, la biomasse et la PAC RO. Les différents équipements d'un réseau de chaleur, on retrouve 4 ensembles dans un réseau de chaleur. Vous avez ici le réseau de chaleur de Plaine-Garonne Énergie sur la rive droite de Bordeaux. On trouve d'abord ce qu'on appelle l'unité de production de chaud et de froid, parce qu'un réseau de chaleur, il peut délivrer du chaud, mais il peut aussi, le cas échéant, délivrer du froid, et on le voit, en ce moment, on est en pleine canicule, et on voit que les besoins de froid sont croissants
surtout dans des métropoles où on a aussi un effet de chaleur plus intense, voire même des îlots de chaleur. Donc il y a un vrai enjeu aussi de plus en plus sur comment on délivre du froid de façon mutualisée. Donc on le verra par la suite, les différents moyens de production de chaud ou de froid. On a ensuite ce qu'on appelle le réseau de distribution, le réseau primaire. Donc ça va être ces canalisations, pardon, enterrées que vous avez peut-être sûrement déjà vu lors de phases de travaux. On a un tube aller et un tube retour qui nous permet de délivrer de l'eau chaude vers les bâtiments, vers les consommateurs, pour pouvoir chauffer ces bâtiments. Vous avez ensuite les abonnés et les usagers, donc ça va être différentes typologies de bâtiments qu'on verra par la suite aussi. Et enfin, ce qu'on appelle la sous-station thermique, donc la SST, qui permet de faire le lien entre le réseau de distribution. Donc on pourrait comparer ça un peu à l'autoroute de l'énergie. Et vous avez pour chaque bâtiment une petite route qui va vous permettre d'acheminer la chaleur jusqu'à la fin, jusque dans vos logements. Donc on verra aussi ce lien entre ce qu'on appelle le réseau primaire et le réseau secondaire. Les différentes unités de production de chaud et de froid, vous avez des exemples le plus possible sur la métropole de Bordeaux ou proche Nouvelle-Aquitaine. Donc on a la biomasse, c'est-à-dire qu'on va faire brûler du bois, que ce soit du bois déchiqueté ou du granulat, pour pouvoir apporter une température à votre bâtiment. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un régime de haute température. Et on a un exemple sur le réseau de chaleur de Bordeaux Bassin Inflow. Donc voilà. Ensuite, on a le solaire thermique. Donc c'est des panneaux solaires, mais là, on va pas produire de l'électricité. C'est des panneaux solaires, on va faire passer de l'eau dedans. Et donc, cette eau va monter en température et on va pouvoir délivrer au bâtiment de l'énergie. On a ensuite les unités de valorisation énergétique. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler de la chaleur fatale à distribuer à des bâtiments. Donc ça va être une UVE, par exemple, c'est de l'incinération de déchets alimentaires. On va récupérer l'énergie pour pouvoir alimenter un réseau de chaleur. Et vous avez notamment le réseau de chaleur de Bègle qui est en partie chauffé grâce à cette chaleur fatale. Et enfin, on a aussi la géothermie profonde ou de surface. Alors, quelle différence on fait entre géothermie profonde et de surface? Au-delà de 200 mètres de profondeur, on va parler de géothermie profonde. Là où au-dessus de 200 mètres, donc de 0 à 200 mètres, on va rester sur de la géothermie de surface. Et donc là, on va aller récupérer deux possibilités. Soit on va récupérer un aquifère présent dans un sous-sol. Donc il faut s'imaginer une éponge gorgée d'eau qu'on va venir forer pour récupérer l'eau présente dedans, les calories qui sont présentes à l'intérieur de cette eau. Par le vecteur d'une pompe à chaleur, on va délivrer au bâtiment une ressource et ensuite on va réinjecter tout ce qu'on a prélevé dans le même aquifère. Donc voilà les quatre grandes manières de produire de la chaleur pour un réseau de chaleur quand on est sur ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Ensuite, voilà, il y a aussi la possibilité d'avoir des appoints au gaz, et ça se fait de moins en moins des appoints aussi au fioul, pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins d'un réseau en termes de consommation. Ce qu'on peut voir aussi communément, c'est de plus en plus, on va associer plusieurs énergies renouvelables pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins du bâtiment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des réseaux de chaleur, il en existe de plusieurs catégories en fonction de la température de l'énergie qu'on va délivrer au bâtiment. Les réseaux classiques qu'on a commencé à faire, c'était des réseaux au gaz, donc plutôt haute température, de l'eau autour de 100 degrés. Et on voit que ça peut aussi marcher pour de la géothermie profonde, plutôt de haute intensité, donc à des profondeurs assez importantes, de la biomasse. Et aussi un peu de solaire thermique et de la chaleur fatale. On a ensuite des réseaux qui sont de plus basse température, où on va délivrer une température moins importante. Donc ça va dépendre en fait des consommations et des besoins des bâtiments. Là où on va rester sur de la géothermie profonde. Et on a ensuite des réseaux de basse température,
qu'on peut aussi appeler communément des boucles d'eau tempérées, où là, c'est pas voilà, de la chaleur qu'on va faire transmettre, mais plutôt de l'eau à température voilà, autour de 25 degrés. Et ensuite, on va avoir une production décentralisée, c'est-à-dire que chaque bâtiment va produire sa consommation, son énergie pour pouvoir alimenter en chaud le bâtiment. Euh, donc voilà, donc il y a plusieurs typologies de réseaux qui existent. Et on peut tout à fait, par exemple, sur un réseau classique haute température, avoir une base de production de géothermie de surface qui va venir apporter enfin, quelques gigawattheures annuels de consommation. Et ensuite pouvoir associer cette géothermie, et on le verra notamment euh, avec le projet d'IDEX, avec de la biomasse ou avec d'autres énergies pour pouvoir avoir un mix énergétique le plus décarboné possible. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête. Plus le réseau est décarboné, plus l'impact sur l'environnement, euh, il est important. On a ensuite ce qu'on appelle le réseau de distribution. Donc, c'est des gros tuyaux dont le diamètre va dépendre de la consommation du réseau total, qui vont permettre des unités de production jusqu'à vous, usagers, d'acheminer la chaleur jusqu'en sous-station. Donc voilà, donc là on est sur euh, deux réseaux de chaleur qui sont pas du tout en Nouvelle-Aquitaine, hein. On voit, on est plutôt dans les Alpes ici, mais le fonctionnement il est similaire. Sur les tuyaux, on peut voir qu'il y a aussi une isolation. Le but c'est voilà, on va délivrer de la chaleur, c'est pas de renvoyer de la chaleur aux petits oiseaux, c'est de canaliser cette chaleur pour qu'on ait une efficience énergétique le plus importante possible. Ensuite, ce qu'on appelle les bâtiments, ce qu'on va raccorder, il y a plusieurs typologies de bâtiments que vous pouvez retrouver ici, donc des équipements publics, hein, des bâtiments communaux, donc des mairies, des écoles, des EHPAD, des hôpitaux, des piscines, des gymnases ou des médiathèques. On a ensuite aussi des logements. On va plutôt privilégier les gros consommateurs, donc les copropriétés et les parcs sociaux, là où les maisons individuelles seront moins la cible pour un réseau de chaleur, pour un réseau de chaleur urbain. Et ensuite, on peut avoir d'autres typologies aussi de bâtiments, donc des commerces, des bureaux ou des industries euh, où on a des grandes surfaces, des bâtiments tertiaires ou des industriels directement avec des procédés de chaud qui peuvent aussi être alimentés par des réseaux de chaleur. Donc on peut avoir des mix entre des équipements publics, des logements et des commerces, bureaux, industries, mais on peut aussi avoir des exemples de réseaux de chaleur que sur des équipements publics, que sur des logements ou que sur des industries. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un mix entre les différents acteurs pour qu'on appelle cela un réseau de chaleur urbain. On appelle cela un réseau de chaleur urbain dès qu'il y a une vente d'énergie. Quand il n'y a pas vente d'énergie, on parle plutôt de réseau technique, quand on relie plusieurs bâtiments entre eux. Euh, voilà. Vous avez à droite ici ce qu'on appelle la sous-station, qui sera aussi détaillée dans la partie de Wilfried. Comme je vous l'expliquais, on a notre autoroute de l'énergie qui vient apporter aux différents bâtiments la chaleur, ce que vous pouvez voir ici, le circuit primaire. Et on va avoir une sous-station qui va permettre de faire le lien jusqu'à votre réseau secondaire qui va être votre bâtiment, vous en tant qu'usager. Et donc, il va juste y avoir un échange thermique de fait grâce à cet échangeur à plaques une bouteille de mélange où votre circuit primaire va venir jusqu'à cet échangeur à plaques, venir échanger les calories avec votre circuit secondaire et donc repartir dans votre bâtiment. Les avantages d'un RCI, il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est de réduire votre facture de chauffage. Euh, Pourquoi? Parce que vous allez mutualiser avec de nombreux autres usagers la production et la consommation d'énergie.
Vous allez aussi sortir des énergies fossiles, donc vous allez avoir aussi une sécurisation de votre approvisionnement en énergie. On ne va pas être dépendant de contextes géopolitiques euh, internationaux. On va gagner en sécurité parce que plus de chaudière fuel, plus de chaudière gaz, on évite des problématiques liées à ces installations-là. On a des subventions qui existent pour les réseaux de chaleur, des subventions étatiques, et on a aussi une particularité de baisse de la TVA à 5,5% pour l'achat d'énergie qui provient d'un réseau de chaleur. Et enfin, un atout aussi qui est très important, et on le voit dans le contexte climatique dans lequel on vient aussi drastiquement diminuer nos émissions de CO2, ce qui a un impact bénéfique sur l'environnement. Euh, je vais à présent vous présenter l'application numérique géothermie de la métropole de Bordeaux, qui est un outil un outil d'aide à la décision pour les porteurs de projets et les acteurs de la filière pour connaître le potentiel de la géothermie sur le territoire de la métropole de Bordeaux. C'est un projet qui a été initié en 2017 dans l'optique d'avoir voilà, une meilleure connaissance du territoire et aussi de partager des informations sur le potentiel de la géothermie. Donc en 2017, le plan d'action pour un territoire durable à haute qualité de vie fait connaître voilà, la volonté de développer la géothermie basse et très basse énergie, donc ce qu'on appelle la géothermie de surface et une partie de la géothermie profonde. Euh, dans l'optique d'une transition énergétique sur le territoire de la métropole. Donc en fin 2018, il y a une convention de recherche et développement qui est signée avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche de géologie minière, qui est une institution française de la connaissance de la ressource du sous-sol en France, qui signe avec la métropole de Bordeaux qui acte voilà, le développement de cet outil sur le territoire. L'objectif de cet outil, c'est d'outiller et d'avoir une expertise pour les collectivités, mais aussi pour les copropriétés, pour aussi tout ce qui est industrie, tout ce qui est bâtiment tertiaire, privé, dans l'optique de développer la géothermie, puisque la géothermie, c'est une énergie qui est stable économiquement parlant, qui est locale, hein. La géothermie, elle est sous nos pieds. On va pas aller forer à l'autre bout de la France ou du monde pour récupérer une énergie fossile. Voilà, on fore sous nos pieds. Et c'est aussi un fort engagement en termes de transition énergétique. Les quatre missions principales de cet outil, c'est les suivantes. C'est de renseigner sur l'état de la ressource, sur le niveau de la parcelle. Donc on est vraiment à une maille fine de connaissance de la ressource. C'est d'identifier les principales couches géologiques et à quelles couches géologiques il faut aller forer pour connaître le potentiel et donc récupérer une ressource qui vous permettra ensuite de chauffer et de rafraîchir un bâtiment. C'est aussi un processus d'accompagnement, cet outil, puisqu'il est composé de différents guides qui permettent la réalisation de la phase amont jusqu'à la réalisation d'un projet en géothermie. Et enfin, l'objectif, c'est aussi d'avoir un recensement des projets existants. À la géothermie, en fait, on fore sous nos pieds, donc on ne voit pas vraiment une installation en géothermie. Donc le but, c'était voilà, aussi de rendre visible l'invisible et donc d'avoir des retours d'expérience sur la géothermie, sur le territoire de la métropole, qui puissent, vous, potentiels porteurs de projet, vous dire, ah oui, en fait, la géothermie, il y a un exemple là-bas, oui, ça marche. Euh, donc voilà, donc c'est un outil qui est gratuit, hein, qui est pédagogique et ergonomique. Euh, c'est un outil qui est développé avec des experts, hein. On est avec des hydrogéologues, des docteurs en géosciences qui ont apporté aussi une connaissance fine du sous-sol. C'est aussi un gain de temps et un gain de fluidité, hein. On vient avoir au même endroit l'ensemble des informations sur la géothermie. Et c'est aussi un outil qui peut permettre aux futurs bureaux d'études, lors des phases de définition de la faisabilité des projets, d'avoir des informations nécessaires pour qualifier la pertinence d'un projet. Donc voilà, les prochaines slides, c'est des petites présentations de l'outil directement. Donc quand vous vous rendez sur le site de l'application géothermie, vous pouvez naviguer dans la métropole. Vous arrivez sur cette interface ici, où vous voyez la ressource.
Donc, il y a deux coloris, une ressource verte et une ressource orange. La ressource verte, elle montre une grande pertinence pour la géothermie. Les zones en jaune, il y a quand même une possibilité de faire de la géothermie, mais avec un peu de précaution sur certains aspects qui sont déjà très bien connus des bureaux d'études. Et bah, voilà, on le voit ici, on a un projet hein, dans une zone orange. Il n'y a pas de contre-indication pardon, à faire de la géothermie. Donc vous avez la ressource, comme je viens de l'énoncer. Vous avez aussi les projets et les infrastructures déjà existantes en géothermie. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle bah, les réseaux de chaleur urbains. Donc, ce sont les zones violettes ici. Donc, c'est les réseaux de chaleur qui sont déjà existants. On n'est pas sur des réseaux de chaleur qui vont être, comme on le verra avec IDEX, en phase de construction. C'est ceux qui sont déjà présents sur le territoire. Euh, donc ça, c'est les aires d'influence de ces réseaux de chaleur. Et si, comme je l'expliquais au début, eh ben, vous êtes dans une copropriété qui se trouve dans une aire de ces réseaux de chaleur-là et que vous avez une chaufferie qui est supérieure à 30 kW, vous êtes dans l'obligation de faire la démarche de vous rapprocher de Bordeaux Métropole et ou du concessionnaire du réseau de chaleur afin de faire une étude de raccordement avant si jamais l'étude montre une non-pertinence du raccordement au réseau de chaleur, de développer une solution individuelle. Si je passe à la slide suivante, là on est après avoir zoomé sur la carte, donc vous pouvez vous déplacer et zoomer, et on arrive à un certain moment à avoir une vision parcellaire en 3D de Bordeaux Métropole, où on peut cliquer sur chaque parcelle et obtenir, alors il faut que je vous décale, hop, et obtenir des informations sur la lithologie, donc c'est-à-dire les différentes roches qu'on trouve sous cette parcelle-là. Donc vous avez cette petite animation en 3D avec le bâtiment au-dessus et chaque aquifère, donc chaque différente nappe où on peut aller solliciter une ressource avec la température de la ressource afin voilà, potentiellement apporter de la chaleur et ou du rafraîchissement au bâtiment. Euh, Ici, on a une vision plus fine de l'outil, où on va avoir effectivement des informations sur les différents aquifères qu'on peut récupérer, avec la température associée et leur profondeur. Mais aussi, on peut aussi récupérer la puissance que ces aquifères peuvent permettre d'apporter au bâtiment. Donc ça, c'est bien si vous êtes dans une optique de rénovation et que vous connaissez bah, la quantité la puissance de votre installation déjà existante. Bah, vous pouvez regarder les différents aquifères qui potentiellement pourraient répondre aux besoins de votre bâtiment. Et enfin, le débit, la quantité d'eau qu'on peut aller récupérer par aquifère. Si je passe à la slide suivante. Et donc, dans la slide suivante, vous avez des informations complémentaires aussi sur cet outil et ben, qui vous permet d'avoir des informations sur la réglementation, de savoir ce qu'il en est de la réglementation sur la parcelle que vous avez sélectionnée, sur de potentielles contraintes techniques que les bureaux d'études après auront à prendre en considération. Et ensuite, eh ben, vous avez tout ce qui est l'accompagnement. Donc, nous, à l'ALEC, donc que ça soit, voilà, comme le disait Billy qui anime le webinaire, a un accompagnement pour vous, copropriétaires. Et voilà, et le contact va nous renvoyer Billy, en tout cas le pôle copropriété de l'ALEC et moi-même. Si jamais vous avez des questionnements sur la géothermie, nous, on est tout à fait aptes à répondre à ces questions-là. Il faut aussi, quand vous allez cliquer sur une parcelle, parfois vous allez avoir le petit icône avec marqué raccordement obligatoire. Donc ça veut dire que vous êtes dans le périmètre d'un réseau de chaleur potentiel. Donc soit un réseau de chaleur qui est déjà développé, mais ça peut être aussi un futur réseau de chaleur qui est en cours de développement. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé voilà, d'entamer la procédure pour au moins faire l'étude de se raccorder au réseau de chaleur et le concessionnaire vous dira si oui ou non il y a pertinence à vous raccorder et quelles seront les suites à mener.
mais c'est une obligation. Sinon, voilà, il peut y avoir des répercussions financières euh, pénales. Voilà. Et donc, bah, cet outil, comme je vous l'expliquais, hein, c'est un outil qui vous permet d'avoir euh, une cartographie détaillée de la métropole de Bordeaux, mais c'est aussi un outil avec des guides étape par étape pour avancer sur la réflexion du projet, de la phase d'opportunité jusqu'à la phase d'exploitation. Et voilà, on le disait, il y a quelques cas concrets sur le territoire de la métropole de Bordeaux qui peuvent être inspirants. On a voilà, des écoles, déjà des copropriétés. Vous avez ici une copropriété sur Bordeaux, la copropriété Sarah. Donc c'est une construction de 24 logements où bah, il y a voilà, de la géothermie, donc c'est des sondes verticales qui permettent d'apporter la chaleur et la fraîcheur au bâtiment. Vous avez mes coordonnées pour me contacter, ainsi que Marie Incourt, qui est la personne en charge du suivi de l'application géothermie sur la métropole de Bordeaux, qui peut, le cas échéant, répondre à vos questions. Voilà, j'arrive du coup à la fin de ma présentation. Vous avez aussi les coordonnées ici des personnes à contacter en cas de projet de géothermie, que ce soit sur la métropole de Bordeaux ou en dehors de la métropole de Bordeaux. Voilà, je laisse maintenant la parole du coup à Wilfried Mm. pour l'exemple qu'il va présenter voilà, de l'entreprise IDEX. Et si vous avez des questions, moi je reste disponible jusqu'à la fin pour y répondre. Merci Hop. Pierre. Merci Pierre. Pour l'instant, je vois pas de questions dans la conversation. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Et en attendant, Wilfried, tu peux diffuser ta présentation si tu veux. Monsieur Génial. Sylvie Gonzalez, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, 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 j'avais une petite question. L'application, enfin le site est Data Hub Géothermie, donc montre tous les réseaux. Euh, on voit également les extensions à venir ou pas? J'ai pas compris. Ce sont que les existants. alors du coup, effectivement, il y a les réseaux qui sont déjà existants, donc Ça, c'est clair, qui ouais. fonctionnent déjà actuellement. Donc ça, c'était ces zones d'influence, ces aires violettes qu'on trouvait sur Oui, l'outil. tout à fait. Et il y a aussi, donc quand vous allez cliquer sur certaines parcelles, et notamment sur les parcelles voilà, du raccordement du réseau de Métropole Sud Énergie, ça va être indiqué en fait quand vous cliquez sur une parcelle si vous êtes dans le périmètre d'un raccordement obligatoire. Que ça soit sur un réseau qui est déjà existant ou un réseau qui va se créer prochainement et où il y a déjà une concession qui a été établie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc on doit zoomer sur la zone. Enfin, en fait, on rentre l'adresse et on clique et on va savoir si on est éligible ou pas en fait à une extension de réseau ou d'un réseau existant. C'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, ok. Ok. Et si je peux, bonjour à tous, si je peux me permettre de compléter, après vous avez également le site de France Chaleur Urbaine pour pouvoir identifier l'ensemble des réseaux urbains de chaleur et de froid qui sont sur le territoire national. Je ferai un petit focus dessus brièvement pour vous montrer. Vous pouvez zoomer dans n'importe quelle zone de France et même zoomer sur la métropole et vous pourrez voir ainsi tous les réseaux et voir votre copropriété ou vos bâtiments qui sont concernés où vous pourrez vous raccorder. Mais on est d'accord qu'on peut voir les extensions futures, hein, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, de savoir dans quelle zone on se situe sur le Alors, devenir du réseau sur, de chaleur. ouais, tout à fait. Sur France Chaleur Urbaine, par exemple, il y avait, avant qu'on soit notifié de la délégation de service public du réseau de chaleur de Métropole Sud, il y avait déjà une zone qui était identifiée pour matérialiser le futur réseau de chaleur. Tant que l'appel d'offres n'était pas Je comprends. Ah oui, officialisé et notifié, on ne pouvait pas mettre de tracé. Et ce tracé est encore susceptible de bouger puisque on rencontre les communes qui nous demandent parfois de ne pas passer dans telle rue et plutôt de passer dans celle-ci. d'accord. Du coup, est-ce que la présentation est bien affichée, Billy? C'est bon? ouais, on voit bien. Ok, très bien. À toi de jouer. Allez, je vais éviter de faire des redites parce que Pierre a déjà très bien expliqué le fonctionnement d'un réseau de chaleur. Je voulais quand même présenter la société IDEX. L'objectif d'IDEX, c'est de décarboner le territoire en utilisant des énergies locales et bas carbone. Donc, c'est ce que vient de dire Pierre juste avant. Le groupe IDEX aujourd'hui euh, donc va gérer l'énergie de sa production jusqu'à la distribution
auprès de votre radiateur ou de votre robinet d'eau chaude. Ça passe par différents types d'installations. On a les unités de production d'énergie, biomasse, chaleur fatale et photovoltaïque. On va avoir les UVED, unités de valorisation énergétique des déchets. On récupère la chaleur de ces incinérateurs de déchets qu'on connaît à Senon et à Bègles, par exemple sur Bordeaux, deux réseaux de chaleur qu'IDEX avec Mixener exploite. Et puis ensuite, on a les réseaux de chaleur. Donc en France, IDEX en exploite plus de 70 et vous le verrez sur Bordeaux, quelques-uns aussi. Et puis ensuite, IDEX accompagne aussi sur l'exploitation des installations de chauffage dans le bâtiment. La partie chauffage collectif que vous connaissez si vous avez une copropriété, et c'est la partie secondaire quand on est raccordé à un réseau de chaleur. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'impact sur le territoire national. Je reviens pas dessus, vous l'avez compris, le fonctionnement du chauffage collectif et du réseau de chaleur, excusez-moi. Donc, comme l'a précisé Pierre, la production est centralisée et les tuyaux que nous allons poser jusqu'à l'équipement qui est en sous-station dans la résidence ou dans le bâtiment, tout ça est de la responsabilité de la délégation de service public. C'est elle qui porte les investissements, qui fait les travaux, qui s'occupe de l'organisation de ces travaux. Et la partie qui vous concerne, c'est la partie réseau secondaire où justement, on vient déposer, ce que disait très justement Pierre, on vient déposer votre chaudière gaz pour y installer un échangeur de chaleur, en fait, avec les plaques qui vont transmettre les calories par contact et pas par mélange des eaux. Qu'on soit bien d'accord, l'eau qui circule dans la ville ne sera pas le même réseau d'eau qui circule dans vos radiateurs et dans votre bâtiment. Donc, comme expliqué auparavant, bien évidemment, on se limite sur la place que cela prend, on se limite sur les investissements propres au changement des chaudières tous les 15, 20 ans, 25 ans. Quand on s'engage dans un réseau de chaleur urbain avec Bordeaux Métropole, on s'engage sur une durée de 30 ans. Délégation de service public, on est sur des contrats qui sont entre 20 et 30 ans. Donc, pourquoi cette durée? Parce que les investissements sont très lourds. On parle de plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros, et la métropole ne débourse quasiment pas. En fait, c'est un modèle qui s'autoporte sur la durée. Donc, les acteurs du réseau de chaleur, je viens de l'expliquer, Bordeaux Métropole, qui est la collectivité locale qui lance un appel d'offres auquel des groupements d'entreprises vont répondre pour se positionner sur une solution technico-économique viable dans le temps. On a en face de nous des propriétaires, des gestionnaires de bâtiments, des gestionnaires de copropriétés. On a bien évidemment d'autres collectivités, hein, la ville, le conseil départemental, le conseil régional. Et puis ensuite, on a les exploitants avec qui on travaille main dans la main parce que nous avons une équipe dédiée pour faire fonctionner ce réseau de chaleur. Et nous nous appuyons aussi des exploitants qui sont sur place. Alors, parfois c'est IDEX, parfois c'est d'autres. On n'a pas de problème là-dessus. Et enfin, bien évidemment, l'usager propriétaire qui est dans le bâtiment. Je fais des petites redites, mais c'est quand même important. Pierre l'avait bien dit. Sur un réseau de chaleur, l'intérêt d'utiliser des énergies locales et bas carbone, c'est que c'est une énergie qui ne va pas transiter depuis des pays lointains, qui peuvent être soumis à des problèmes géopolitiques et faire fluctuer le prix de l'énergie. Quand on va chercher de l'eau au centre de la Terre, à 1000 mètres, eh bien cette eau, elle coûtera toujours le même prix, c'est-à-dire le coût de la pompe pour faire remonter l'eau. Donc, je vous montrerai, j'ai un petit graphe après, l'impact qu'a eu la crise en Ukraine par rapport au prix des réseaux de chaleur. Vous allez voir que, effectivement, si vous êtes au gaz, vous avez dû sentir cet impact-là. Bien évidemment, on décarbone, ça valorise votre patrimoine puisque ça améliore votre étiquette énergétique, sur l'étiquette gaz à effet de serre. Pas sur l'impact énergétique, mais sur gaz à effet de serre. C'est très important puisque quand vous êtes raccordé à un réseau, vous n'utilisez plus d'énergie fossile. Donc, l'impact écologique, on l'a dit. L'impact économique, on en a parlé. Taux de TVA réduit à 5,5, ce qui fait mécaniquement déjà une économie. Sur les résidences que j'accompagne pour la commercialisation des réseaux de chaleur, on avoisine des économies qui oscillent entre 15 et 45% selon le profil de l'abonné, de la résidence. Quand je dis 15 à 45%, je parle de l'impact économique à long terme, de la facture énergétique. C'est-à-dire que dedans, je compte le coût de l'énergie qui est moins cher, je compte les investissements que les bâtiments n'auront plus, qui sont de changer les chaudières, de mettre un contrat adapté qu'on appelle contrat de maintenance et d'exploitation, avec le jargon que tout le monde connaît, enfin que certains connaissent, le P2 et le P3. Eh ben, ces contrats-là, ces montants-là se réduisent,
puisqu'on n'a plus d'entretien à faire sur une chaudière gaz, on n'a plus de pièces à changer sur une chaudière gaz. Aujourd'hui, la métropole, voilà un petit zoom sur la métropole. Les réseaux de chaleur dont nous avons aujourd'hui, enfin, qui font aujourd'hui l'objet de notre échange et dont je vais parler, c'est Bordeaux Métropole Sud Énergie. C'est donc un des derniers réseaux de chaleur de la métropole avec Bordeaux Aéroparc, que nous avons remporté aussi l'été dernier, où là on va raccorder les bâtiments qui sont autour de l'aéroport et notamment les gros industriels qui sont associés. Et puis Bordeaux Métropole Sud, comme vous pouvez le voir, voilà, sur un terrain géographique quand même très vaste qui englobe Bordeaux, Talence, Gradignan, Pessac, un petit bout de Villeneuve. Donc quand on répond à ce genre de projet, on définit un tracé. Ce tracé, au départ, il est qualifié parce qu'on identifie des gros consommateurs d'énergie qui peuvent justifier d'un chemin critique. Ce que vous voyez là, le tuyau unifilaire, c'est le chemin par où on va cheminer l'énergie pour aller alimenter ces principaux consommateurs. Donc ce réseau, il s'étend d'où? Il s'étend de la barrière de Toulouse. Il va longer jusqu'à Bagatelle, ensuite il va traverser Talence, Crespy, il va aller à Thouars, il va aller sur la zone de Robert Piquet. Ensuite, en remontant sur Talence, eh bien, nous allons traverser la rocade pour aller sur Gradignan, jusqu'à même la résidence Barthès, pour ceux qui connaissent. Et puis on va cheminer vers l'ouest pour aller récupérer Fort-Manoir, Sèche-Fort-Manoir, et puis remonter jusqu'à Châtaigneraie, Arago, jusqu'à même la piscine, le stade nautique de Pessac. Donc ce réseau, c'est un réseau qu'on appelle intra-rocade, et on a un deuxième bout de réseau dans cette même délégation de service qui est extra-rocade. Donc pour parler brièvement de l'extra-rocade, on a une production qui fonctionne au bois, qui sera à la chaufferie de l'hôpital Olévêque, qui va alimenter Xavier Arnozan et qui va aller jusqu'à l'Alouette et le résidence Fraternité, Macédo, Parc de Casalet. Et sur la partie intra-rocade, là on aura une production centralisée qui se situe à la plaine de Rocancourt, qui s'appuiera sur une géothermie, qui va puiser l'eau chaude à 1000 mètres. Et spécificité presque unique en France, puisque c'est, je crois, le deuxième cas, l'eau que nous allons récupérer à ces 1000 mètres, nous allons exploiter les calories et l'énergie, et nous allons ensuite la traiter pour la réinjecter dans l'eau potable. Puisqu'aujourd'hui, sur la métropole, il y a des difficultés, des déficiences d'eau potable. Et donc là, nous allons directement faire un traitement de cette eau pour pouvoir la réinjecter dans l'eau potable. Ça demande de nombreuses autorisations. Mais ces dossiers sont portés aussi par nous, mais surtout aussi par Bordeaux Métropole qui nous aide aussi à bâtir des projets d'envergure comme cela. C'est un réseau de chaleur, donc je vous l'ai dit, géothermie, on va avoir des pompes à chaleur pour faire remonter en température cette eau, et puis on va avoir aussi du bois en complément. Donc une mixité sur plusieurs énergies, et bien évidemment du gaz pour apporter peut-être un peu de complément si besoin, mais je pense que pour l'instant on sera suffisant, mais pour apporter aussi un secours. Parce que toutes ces sources d'énergie, à un moment donné, il y a un peu de maintenance à faire sur ces équipements de production, et donc il y aura de l'intermittence. À un moment donné, on va couper peut-être la pompe de géothermie parce qu'on a besoin d'entretenir, et on va faire tourner plus le bois ou plus le gaz. Voilà. Ce réseau comporte presque 300 abonnés, en comptant ceux qui se situent dans la zone du domaine universitaire. Sur ces 300 abonnés, on a 40 km de réseau. On va chauffer, on va fournir de l'énergie pour l'équivalent de 20 000 logements. Petite présentation des chaufferies, à quoi elles vont ressembler. Celle-ci, c'est celle qui est à Olévêque, et celle-ci, c'est celle qui est à la plaine de Rocancourt. Voilà, proximité de la rocade. Comme expliqué précédemment, ce réseau de chaleur, donc on a remporté cette délégation de service public en 2027, en été 2025, excusez-moi, et ce réseau de chaleur va petit à petit être construit et atteindre un fonctionnement presque nominal aux alentours de 2032 pour les 40 km de réseau. Entre-temps, bien évidemment, on aura commencé à construire. On commence déjà à construire quelques bouts de tuyaux, si ça vous intéresse, qui est en face du Creps pour préparer les travaux du bus express. On est obligé de poser nos tuyaux à cet endroit-là, devant Château Rabat et le lycée hôtelier. Vous verrez ces fameux tuyaux calorifugés qui font circuler l'eau chaude.
Les deux réseaux, le mix énergétique sur le réseau extra-rocade, donc on est en 100% énergie renouvelable, 91% de biomasse et 8% de biométhane. Et ensuite, sur l'intra-rocade, comme vous pouvez le voir, une grosse part géothermie, une part biomasse, de l'électricité verte et du biométhane également. La mixité, en fait, elle rentre c'est un graphe pour vous montrer de manière plutôt symbolique, mais on est proche de la réalité. Il n'y a pas juste les détails. L'impact de la guerre en Ukraine que vous pouvez voir, en 2022, le prix du gaz a fortement augmenté. Et sur les réseaux de chaleur, en ayant de la mixité, du coup, ça permet justement de réguler et de réduire les variations que peut connaître le prix de l'énergie. Comment ça fonctionne un raccordement en réseau de chaleur? Quand on répond à une délégation de service public, on a déjà identifié un certain nombre de bâtiments consommateurs qu'on intègre dans notre offre et que pour la plupart, on a déjà rencontrés, que l'on va aller rencontrer suite au gain de cette délégation de service public. Je vois qu'il y a la résidence Rosier-Bellevue. Je sais que j'ai mes collègues qui travaillent, qui ont commencé à prendre des contacts avec vous justement pour vous présenter le projet, étudier vos besoins, c'est-à-dire prendre vos historiques de consommation, voir comment ça se raccorderait au réseau de chaleur techniquement et l'impact économique sur vos finances de la copro que mes collègues mettront en exergue. Donc on a une demande d'abonnement qui spécifie qu'on est intéressé à se raccorder à un réseau de chaleur. On va établir un devis en fonction. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une police d'abonnement qui est ni plus ni moins qu'un contrat de fourniture d'énergie qui se décompose en deux termes. Un terme R1 qui est la consommation que vous faites d'énergie et le terme R2 qui est un prix proportionnel à la puissance. Exactement de la même manière qu'un contrat d'électricité, vous avez la part consommation et la part abonnement. Est-ce que moi, j'ai quasiment terminé, mais après, je peux continuer à en parler longtemps, mais je voulais qu'on se laisse. On avait vu ça avec Billy et Pierre, on se laisse un petit peu de temps avec les questions-réponses, mais j'ai plein d'autres diapos à vous présenter si nécessaire et n'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, on peut ouvrir aux questions, mais moi j'ai quelques petites questions, donc on ouvre aux questions. Monsieur Gonzalez, vous avez levé la main. Votre micro est coupé. Pardon, excusez-moi, la classique. On s'entend. Oui, je disais donc, en fait, vous avez parlé dans des types de factures R1 et R2, et donc la police d'abonnement qui regroupe en fait on va dire la partie contractuelle, mais il y a également le règlement de service. Oui, Et le règlement de service, comment on fait pour les obtenir à titre de comparaison sur d'autres gestionnaires, par exemple le PGE, impossible d'avoir le règlement de service et du coup on peut pas trop regarder comment il bâtit tout ce qui n'est pas dans la police d'abonnement en fait. je comprends. Alors, moi, les réseaux que je commercialise. Non, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Les réseaux de chaleur que je commercialise et que j'accompagne en tout cas, c'est Haute-Garonne Énergie par exemple. Lorsque je fais signer une police d'abonnement qui est le contrat de fourniture, tout contrat s'adosse à des conditions générales de vente. Le règlement de service est considéré comme les conditions générales de vente. Et vous devez, à mon sens, les avoir, puisque dedans, vous avez l'explication et le détail de cette tarification, de la mécanique et des indices qu'il y a, parce que forcément, il y a quelques indices de fluctuation qui ont un impact, mais moindre, puisqu'il y a une mixité énergétique. Mais bien évidemment, sur le réseau de chaleur de Métropole Sud, c'est quelque chose que vous aurez. Aujourd'hui, il n'est pas totalement finalisé et je vous explique pourquoi. Dans cette offre, on avait plusieurs variantes. On avait presque plus de 6 variantes avec des solutions techniques différentes. Aujourd'hui, il y a une des dernières solutions techniques qui est de récupérer un puits de géothermie existant et du coup, forcément, ça aura un impact dans le tarif. Ça aura un impact sur le coût de l'énergie et sur les infrastructures à entretenir. Donc, ce prix, aujourd'hui, je peux vous donner un prix du R1 et du R2 unitaire, mais aujourd'hui, il n'est pas encore officialisé. C'est l'affaire de quelques semaines, je l'espère, pour entériner ce tarif-là. D'accord. Merci. La résidence Rosier-Bellevue, vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, résidence Rosier-Bellevue à Gradignan. On n'a pas encore eu de rencontre directe avec vos équipes sur notre projet, mais si on a bien lu les plans, on est tout à fait au bout du réseau, rue de Loustalo.
Donc, j'espère que vous allez nous le confirmer, ça, à côté du centre-ville. Et donc, vous parliez de 2032 pour le bout du réseau, parce que je suppose qu'effectivement, c'est comme ça que ça va se développer. Étant au bout du réseau, on sera les derniers concernés. Alors, c'est une très bonne remarque. Là, je vous présente le plan sur Google Maps qui nous sert d'outil de travail. Donc ça, c'est l'ensemble du réseau. La résidence Rosier-Bellevue, elle se situe ici. Quand je C'est vous dis ça. 2032, alors, nous, le réseau sera effectif, la chaleur sera produite à partir de 2029, normalement, si tout se passe bien. Donc 2029, bien évidemment, on aura commencé à poser les tuyaux en ville et on va faire des fronts travaux un petit peu partout dans les communes. Et je dis 2032 parce que entre la production que vous avez à la plaine de Rocancourt et la barrière de Toulouse à aller chercher, qui demande un petit peu de distance de linéaire de tuyaux, effectivement, on se laisse le temps à 2032 pour terminer ces travaux-là. Alors, nous, Aujourd'hui, oui. Oui, on vous pose cette question parce qu'on vient de voter des travaux d'isolation thermique de nos bâtiments qui devraient commencer donc milieu d'année prochaine pour environ 2 ans de travaux, ce qui va nous amener à 2029. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse effectivement à la suite et au réseau de chaleur par rapport à ce. C'est pour ça que je souhaitais vous poser cette question sur le timing pour bien sûr répondre à nos copropriétaires qui nous disent vous nous parlez du réseau de chaleur, mais c'est pour quand Oui. Alors, je comprends. Ce que je peux vous dire, c'est que quand le réseau de chaleur en 2029 fournira de la chaleur, il est certain que tous les équipements qui seront, tous les abonnés qui seront à proximité de la production auront la chaleur en priorité, bien évidemment, ils seront les plus proches. Aujourd'hui, on commence à avoir des discussions, enfin on a déjà depuis un petit moment des discussions avec les communes. On a des contraintes liées à des voiries qui ont été tout juste refaites. Donc le but, c'est pas non plus de tout casser alors que c'est tout neuf. On essaye d'être attentif à ça. Donc il y a des chemins par lesquels on passe, il y a des autorisations qu'on demande. Il y en a qui sont plus ou moins longues, mais à terme, on y arrivera. Et 2032, ça fait partie aussi de nos engagements contractuels que l'on a avec la métropole. On a une durée pour faire ces travaux. Et on doit les tenir, puisque sinon, on a des pénalités par rapport à ça. Autre question, on est quelques membres du conseil syndical ici présents, on n'est pas des ingénieurs. Rapidement, aujourd'hui, on a une chaudière gaz, très bien, qui fournit l'eau pour l'installation de chauffage. Et puis, on a une installation à énergie solaire pour l'eau chaude sanitaire, Ouais. qui pourvoit à peu près à la moitié de la consommation et le reste est sur une chaudière gaz complémentaire. D'accord. Et comment ça va se passer pour l'eau chaude sanitaire? Alors, en fait, ça se passe comme vous avez envie que ça se passe. Quand vous me présentez votre chaufferie, vous avez des installations solaires. Elles sont fonctionnelles aujourd'hui. Oui. Donc, le réseau de chaleur, en fait, va distribuer de l'énergie. Donc, l'énergie qu'elle va distribuer, vous l'utilisez à votre guise. Donc, si vous voulez le coupler à votre solaire, comme aujourd'hui votre chaudière gaz est capable de le faire, ben, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait réaliser. Après, ça demande un peu d'études quand même, parce qu'il y a un peu de régulation, il y a pas mal de petites choses quand même à prévoir, mais les deux solutions sont compatibles ensemble, si c'est ça votre question. Et alors aujourd'hui, quand on a, et ça arrive parfois une chaudière en panne, c'est l'autre qui prend le relais. Et si on est en panne sur le réseau de chaleur, pour quelque raison que ce soit, qui prend le relais? Eh bien, c'est nous, c'est la délégation de service public. On a des engagements contractuels avec la métropole sur la fourniture d'énergie de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en cas de panne sur le réseau, c'est pour ça qu'on met des secours complémentaires. Et pour compléter cela, on a des contrats dédiés pour des chaufferies mobiles au cas où il y a des casses de réseau à des endroits. Mais la responsabilité nous incombe sur la fourniture de chaleur à partir du moment qu'il y a une panne sur le réseau primaire. Parfois, vous pouvez avoir une panne qui est sur votre réseau secondaire. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est de notre responsabilité de vous fournir de la chaleur, de fournir la chaleur à l'ensemble des abonnés de ces communes qui y seront raccordées. Merci. J'aurais une deuxième question, s'il vous plaît. Je suis oui, à Rosier-Bellevue aussi, à Rosier-Bellevue.
j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas garder de chaudière gaz. Est-ce exact? Alors, euh, en fait, ce que disait tout à l'heure Pierre, vous avez des aides pour subventionner les raccordements à des réseaux de chaleur. Oui. Si vous déposez vos chaudières, par exemple, ces aides vont être mieux valorisées. Vous aurez un petit peu plus d'argent de la part de l'État au travers des certificats d'économie d'énergie, les C2E, si vous déposez vos chaudières. Oui. Le problème, c'est que quand vous allez garder des chaudières, vous allez cumuler plusieurs types de contrats. Vous allez cumuler un contrat de fourniture d'énergie du réseau de chaleur et un contrat de fourniture de gaz. Donc, il y a des abonnements, des charges fixes que vous serez obligé d'assumer. Vous aurez toujours une chaudière gaz qu'il faudra entretenir, avec des risques gaz, avec les fluctuations du prix du gaz. Aujourd'hui, vous voulez peut-être garder une chaudière gaz pour assurer un secours, mais aujourd'hui, c'est la métropole et la délégation de services publics et nous qui assurons ce secours-là. Donc après, c'est un changement d'énergie, en fait, hein, ni plus ni moins. Oui, j'entends. J'entends bien. OK. Merci. Non, c'était juste. Ok. Oui. Moi, j'aurais bien sûr aussi. Quelle est la partie Excusez. que nous, copropriétés, on doit financer? Est-ce qu'on doit financer jusqu'à la limite du domaine public, la voie publique, le Non. raccordement, ou Nous- est-ce que vous nous aidez sur la partie privée de la résidence? Alors nous, la délégation de services publics va cheminer les tuyaux et poser l'échangeur dans votre chaufferie. Donc tous ces travaux sont à la charge de la délégation de services publics. Après, Quelle que soit la longueur du réseau, quelle que soit la longueur du tuyau. alors après c'est du cas particulier. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez des bâtiments qui ont été identifiés à raccorder au réseau de chaleur et des bâtiments neufs, par exemple, qui vont se raccorder. Ces bâtiments neufs, eux, ils vont avoir un coût, un ticket d'entrée pour se raccorder au réseau de chaleur. Vous avez déjà été identifié et votre bâtiment est existant. Donc les coûts ne seront pas les mêmes. Mais ça, c'est les échanges que mes collègues viendront vous expliquer. Entendu. Je veux pas trop faire de cas par cas parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont des questions peut-être un peu plus Oui. générales. Merci. Merci. Merci pour votre question. Madame Soquet, vous avez une question aussi? Je voulais savoir l'obligation pour un immeuble, moi c'est Moulin-Chapelle-Gradignan, donc je pense qu'on est sur votre ligne. Oui. L'obligation, elle est pour le chauffage uniquement ou le chauffage et l'eau chaude? Enfin, on a obligation de demander un devis pour les deux choses, le chauffage et l'eau chaude sanitaire ou que pour le chauffage? Alors, quand on va venir discuter avec vous sur ce sujet, votre chaudière aujourd'hui, elle produit et pour le chauffage et pour l'eau chaude, j'imagine. Donc, du coup, nous, on vient. Non, on a deux équipements différents. D'accord. Donc, Des chaudières pour l'eau chaude et des cumulus, enfin OK. des ECS pour l'eau chaude sanitaire. Alors, aujourd'hui, ce qui est possible, en fait, nous, on va amener un équipement qui va vous transmettre de la chaleur. Derrière, il y a un peu de travail et d'ingénierie et de travaux à réaliser sur le secondaire, c'est-à-dire que nous, on va sortir de l'eau chaude et après, à vous de le faire passer dans des tuyaux, dans une épingle, dans des ballons pour chauffer vos ballons et vous pourrez ainsi produire et du chauffage et de l'eau chaude sanitaire avec ce même équipement. Ça, c'est Oui, possible. mais est-ce que l'obligation de demander est pour les deux équipements ou c'est l'obligation de demander l'énergie, quoi, en fait? Je ne suis pas sûr d'avoir Non. bien compris la question, mais Quand on est sur votre ligne, on a obligation et qu'on consomme plus de 30 kW, on a obligation de demander un devis en quelque sorte, de faire l'étude oui, de raccordement. Mais on n'a pas êtes, obligation de prendre à la fois le chauffage et l'eau chaude si on accepte le raccordement. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Toutefois, ça se calcule et ça s'étudie. Oui, comme Par vous retour avez dit d'expérience pour sur les les rosiers. copropriétés, Ouais. je suis intimement persuadé qu'il y a une économie de se retirer du gaz. Mais Allô? après, ça Oui, s'étudie. oui, mais ce n'est pas une Non, obligation. j'ai pas fini encore. Ok. Merci. Oui, je sais bien que vous ne faites pas de cas particulier, mais pour Moulin-Chapelle, c'est pas 2032 là pour le coup. La date est plus proche. Je me rapprocherai des équipes travaux pour vous donner des dates plus précises, mais ce qui pourrait être bien, c'est qu'on puisse échanger avec c'est la prévu. copropriété, le conseil syndical. Mes collègues ont déjà dû. Ouais, très bien. Est-ce que les personnes, Wilfried, pourront Pardon. Me contacter, bien Oui, sûr. te contacter directement. Ouais, oui. Il y aura tes Oui. coordonnées dans la présentation. Tout à fait. D'accord. Ok, super. Merci.
On arrive pile à 18h. Je crois que Ah, Pierre, il tu est décès. devais. Ouais, et on va prendre les deux dernières questions, si ça te va, Pierre, et on arrêtera là. Oui, monsieur Gonzalez. Oui, excusez-moi encore. Au niveau du Pas de souci. calcul de la puissance souscrite, ça rejoint un peu ce que disait la dame. Donc, il y a plusieurs types de puissance souscrite. On va avoir le chauffage et le chaud sanitaire. Euh, Et donc, quand vous avez après votre facture, elle se décompose, comme vous l'avez dit, en deux, R1 et R2, la facture de conso, la facture d'abonnement. La facture d'abonnement, elle est fixe. Et la conso, Oui, forcément, elle fluctue, suivant ce qu'on a oui. pris sur le chauffage, le chaud sanitaire et le calcul de la puissance souscrite. Euh, du coup, le- ma question porte sur en fait parce qu'en fait de la puissance souscrite va découler en fait après le calcul, enfin ce combien on va payer. Oui. Comment on affine ça? Comment Alors on ça, affine? Parce que si j'ai une nous, puissance souscrite trop élevée, je vais me oui, retrouver avec un abonnement très cher exactement. qui peut Exactement. atteindre dans certains cas, pour avoir pratiqué chez d'autres personnes qui DEX, qui peuvent atteindre des sommes qui dépassent même des fois la consommation. Oui. C'est vrai. Après, ça dépend des profils de consommation. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on va vous soumettre des propositions de puissance qu'on va recalculer en fonction de vos consommations. Bien évidemment, cet engagement, c'est vous qui le portez sur le choix de la puissance. Mais euh, comme un compteur ELEC, on choisit si on veut du 6 kVA, du 9 kVA. Eh bien, on travaillera ensemble avec la copropriété ou le bâtiment que vous êtes amené à gérer. On travaillera ensemble pour définir la puissance dont vous avez besoin, qui répond à vos besoins et à vos attentes, et notamment pour du moins 5 degrés température extérieure. Et imaginons que derrière, on se soit trompé pour X raisons, hein, parce que finalement, les Il y a hivers des sont clauses plus de doux. révision. Voilà. Et ça, c'est des clauses Ouais. de révision qui sont dans le règlement, dans la police, dans Exactement, le règlement de service. c'est ça. Et ces clauses de révision, elles sont, comment? Ces C'est quoi? clauses de révision, elles sont s'il y a une demande qui est faite de la part de l'abonné, qu'il y a un écart qui est supérieur à, je crois, c'est 10 ou 15%, c'est 10% même, on est dans la capacité vous êtes dans la capacité de changer la puissance. Par contre, ça nécessite une petite étude et une surveillance de vos consommations pour s'assurer que le calcul est bon ou mauvais. Mais c'est possible. Merci. Merci. NM, vous avez une question? On ne vous entend pas. Il y a le petit carré bleu comme si vous parlez, mais on ne vous entend pas. Je crois que vous avez potentiellement un problème de micro. Sinon, vous pouvez poser la question dans le chat. En attendant, on peut prendre la question de monsieur Chassel. Vous aviez une question aussi? Oui, bonsoir. Merci pour les interventions. Alors moi, plus qu'une question, c'est un petit rappel, je crois que ça a été dit, mais juste de dire que rénover, c'est important aussi avant de raccorder quand on en a l'envie et quand on le peut. Et que j'ai bien entendu 2032 au plus tard, donc pour ceux qui en auraient encore le temps, c'est un sujet à aborder. Voilà, Ouais, merci merci pour... pour ce rappel. Justement, c'était une question que je voulais vous poser. Wilfried, c'était est-ce que vous avez pris en compte tous ces gains énergétiques sur les copropriétés qui s'engagent dans des projets de rénovation énergétique et comment aussi comment dire, vous coordonnez ça avec les assistants à la maîtrise d'ouvrage et les professionnels qui travaillent sur ces projets? Alors, on les accompagne. Alors, nous, quand on a répondu à l'offre, on avait des historiques de consommation qui étaient un peu vieilles. Donc, aujourd'hui, avec les équipes commerciales, on est en train de renouer les contacts avec les abonnés pour essayer de qualifier leurs besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. Et du coup, comme on sait qu'il y a un peu de latence entre le moment où on prend les besoins aujourd'hui et les travaux qui vont arriver d'ici 2, 3 ans, eh bien, on va requalifier les besoins futurs et on va calculer la police d'abonnement et la puissance nécessaire en conséquence
Donc ce travail, on va le faire. Et puis aujourd'hui, on accompagne Simon, que je connais, on est un peu de la même famille. On travaille aussi avec les AMO sur les projets de rénovation énergétique et sur les besoins futurs. Et du coup, ça permet de rassurer aussi tout le monde lorsqu'il y a un audit énergétique qui est réalisé sur une résidence, d'apporter des solutions concrètes. Je voulais rappeler une chose, c'est que Bordeaux Métropole a mis en place des aides financières à la rénovation énergétique. Et dans le cadre de ces aides, il y a un bonus lorsqu'on fait recours à une énergie renouvelable. Et donc le raccordement à un réseau de chaleur est éligible à ce bonus travaux de 5% sur le montant des travaux. Madame ou Monsieur NM, peut-être que vous avez pu préparer le micro. Ah, ok, j'ai la question dans le chat. Bonjour, sera-t-il possible d'organiser une réunion commune comprenant toutes les copropriétés Eurofac en sachant qu'elles sont gérées par différents syndics? J'aimerais bien, si j'arrive à trouver la- 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 l'ensemble des contacts qui permettraient de faire cela. Aujourd'hui, on le fait au cas par cas sur Eurofac. On a déjà rencontré 2 Eurofac, mais on est sur plusieurs tours et effectivement, on est toujours en quête de contacts pour faciliter les démarches. Ok. Madame dit qu'elle pourrait engager cette démarche. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Ok. Ah Bon, bah c'est super, parfait. merci. Merci beaucoup pour vos interventions, Pierre et Wilfried. On va conclure là-dessus. Je rappelle que les présentations seront transmises par mail avec un petit questionnaire de satisfaction et que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site de l'ALEC. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonne Merci à bonne vous. soirée, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup.